L'instant du décryptage, l'instant de l'analyse, l'instant de la clairvoyance. Amis lecteurs, bien le bonjour, merci de nous retrouver dans le cadre de cette autre édition, la toute première d'ailleurs de la semaine de la Tribune, mais alors la grande des tribunes sur votre chaîne panafricaine. Nous sommes bel et bien le lundi 9 avril de l'an de grâce 2018. Et bien ce matin, la Tribune reçoit un directeur de publication, pas des moindres, Albert Anatola ici, et directeur de publication pour le journal Le Cactus, qui nous fait l'honneur de passer par ici ce matin. DP, bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour à tous les nombreux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Permettez-moi ce matin de faire une observation, comme à l'accoutumée, c'est-à-dire que désormais, vous allez recevoir les factures, c'est ça un peu Eneo, les factures, vos factures d'électricité, ce sera désormais relationnel, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on va rentrer à l'ancien temps. Tout comme vous allez recevoir désormais les factures non plus de la Cameroun des eaux, c'est-à-dire CDE, c'est désormais Kamota, avec le contrat d'affermage. Vous savez désormais, CDE c'est terminé, tout le personnel de CDE a été reversé à Kamota, donc désormais nous allons retourner à la vieille époque, mais cependant, moi j'ai un questionnement. Est-ce que le changement de dénomination, ça va impacter sur la qualité du service qui est toujours médiocre, qui est toujours problématique? Lorsque on engageait les privatisations en 1990, le leitmotiv c'était l'amélioration de la qualité du service. Est-ce que désormais l'eau coulera dans mon robinet, puisque ce n'est pas c'est depuis le mois de décembre. En quantité, en qualité, il faut aussi quand même le préciser. En quantité, depuis le mois de décembre, je cherche de l'eau dans mon quartier. Tout le matin, je suis obligé de faire la corvée d'eau avec mes enfants. Est-ce que ça va résoudre le problème? C'est d'autant que il nous revient, ça c'est une information exclusive que je donne ici sur le plateau de Afro-Média. Allez-y. Il y a la station de traitement d'eau d'Ayato qui est tombée en panne depuis pratiquement un an. Vous savez pourquoi? Non. Parce que le matériel qui est utilisé est de piètre qualité, de seconde main, et ce matériel a été surfacturé à plusieurs milliards de francs CFA. Est-ce que le gouvernement est au courant de cette information? Je pense qu'ils sont évidemment au courant, c'est pour ça que ça impacte, parce que vous avez vu les gros tuyaux qui passent sur le pont de Vouri, c'était censé justement pomper l'eau de ce côté-là pour l'acheminer dans la ville, vers les ponts de stockage. Mais depuis que la station de traitement d'eau d'Ayato est en panne, la plupart des quartiers de Douala et environ sont sans eau. Voilà, ça alimente à la source, tout simplement. Merci en tout cas pour ce coup de gueule qui nous permet donc, amis lecteurs, de découvrir dans cette toute première. Nous allons la chercher au Gabon. Et on parle naturellement économie avec donc Gabon Eco. Conjoncture économique, situation toujours difficile pour le Gabon. Note donc Gabon économique qui nous fait savoir qu'il y a des signes d'une quelconque reprise, bien que les prévisions de croissance fassent état d'une projection à la hausse, ne sont pas très perceptibles dans ce pays. Eh bien, au Gabon, donc, jamais le manque de liquidités associées et à la montée du chômage n'ont été aussi importantes. La crise financière consécutive de l'effondrement des coûts du pétrole qui sévit depuis quasiment 2014 constitue, on va dire, la principale cause de l'hémorragie socio-économique affectant donc le rendement de l'économie de ce pays-là, évalué à 0,8%, c'était en 2017. La croissance subit une croissance moins importante, moyenne de l'ordre de 1% depuis quasiment cette même année-là. Alors finalement, la chute des prix de baril de pétrole depuis quasiment 2014 affecte bon nombre de pays africains, au rang desquels le Gabon, qui a vu quasiment sa situation économique se dégrader peu à peu. Est-ce que vous avez finalement l'impression qu'il ne faudra pas peut-être changer de paradigme, qu'on l'a vu naturellement avec la Guinée équatoriale qui a voulu diversifier ses ressources économiques et qui veut naturellement s'intéresser à plusieurs domaines? Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire pareil du côté du Gabon? Écoutez, ce qui fait la force économique d'un pays, ce n'est pas uniquement l'exploitation des ressources naturelles. Il faut diversifier les sources de production, c'est-à-dire il faut que l'outil de production, notamment l'agroalimentaire entre autres, l'agroforesterie, tout ce que vous pouvez imaginer, que ce soit véritablement mis en place. Or, dans certains de nos pays, beaucoup pensent que l'exploitation forestière, l'exploitation pétrolière, l'exploitation minière, ça peut résoudre tous les problèmes pour que le PIB soit au top. Non. Je pense que ce qui fait, et ça impacte justement sur l'offre d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, du côté du Gabon, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, et les autres, ce n'est pas ce qui crée véritablement les emplois. Ce qui crée les emplois, c'est les services
c'est les services et le type de production. C'est-à-dire que vous avez une agriculture, une agriculture qui crée justement des débouchés. Et je crois qu'aujourd'hui, la Guinée équatoriale, comme vous l'avez expliqué, a compris qu'il faut absolument diversifier ses sources, des sources de revenus au travers de l'exploration, n'est-ce pas, de son sous-sol. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de penser de croire que les ressources naturelles, il s'agit, j'ai l'habitude de dire, les ressources naturelles ne sont pas pérennes. C'est des choses qui sont limitées dans le temps, et si vous avez la sagesse de bien les exploiter, ça peut créer, ça vous permet d'émerger, mais de manière pérenne, ça ne peut pas résoudre tous les problèmes, notamment sociaux. Alors, il faut justement dire que l'un des projets de campagne de M. Ali Bongo Ondimba au soir de son élection, c'était d'amener les Gabonais, en tout cas s'intéresser à d'autres domaines au rang desquels l'agriculture, et ce qui lui a d'ailleurs valu de recevoir les foudres venant naturellement de l'Occident jusqu'au. Est-ce que finalement vous avez l'impression que ces projets de campagne-là sont mis sur pied du côté du Gabon? Je voudrais quand même vous faire savoir que l'économie africaine, dans sa majorité, est extravertie. C'est-à-dire qu'en Afrique, nous exploitons uniquement ce dont l'Occident a besoin. Nous ne mettons pas en valeur ce dont le continent a besoin. C'est ça qui pose problème. Ce qui fait donc que lorsque vous changez justement de paradigme, comme vous l'avez indiqué tantôt, savoir qu'au lieu de cultiver le cacao ou d'exploiter l'uranium, vous investissez dans la production du manioc, de la patate, qui est dans lequel les Africains aiment beaucoup plus. Alors, c'est un peu que justement ne pas faire de bonnes affaires de l'Occident, parce que justement, ils vivent du cacao africain en faisant dans les chocolateries hexagonales bien occidentales. Je crois qu'il n'appartient pas à l'Occident justement de dire ou d'indiquer au Gabon quel doit être n'est-ce pas, son outil de production, ou bien quel doit être le domaine d'investissement pour pouvoir créer des débouchés et décoller. C'est ce qui remet donc naturellement au goût du jour la question relative notamment à la création de cette zone de libre-échange qui va naturellement permettre aux Africains d'avoir un véritable marché d'échange et même de commerce entre les États africains naturellement, pour permettre à ces produits-là qui ne sont pas peut-être prisés du côté de l'Occident de trouver naturellement leur voie de salut sur le continent africain. Absolument. La création de la zone de libre-échange, c'est quelque chose d'ambitieux, c'est quelque chose qu'il faut absolument pour le continent africain, parce que j'ai l'habitude également de l'indiquer sur ce plateau. Le continent africain, c'est un grand marché, plus grand que le marché européen. L'Europe, ça fait moins de 600 millions d'individus, alors que le continent africain, c'est pratiquement le milliard. Donc nous avons le marché, nous avons les débouchés, nous avons les ressources, nous avons des ressources naturelles, nous avons des ressources humaines. Mais qu'est-ce qu'il faut? L'expertise, mais bien sûr nous avons l'expertise. Il suffit seulement de faire revenir sur le continent nos compatriotes, nos concitoyens qui sont de l'autre côté, qui donnent leur savoir-faire, leur know-how de ce côté-là, pour que ça puisse décoller de chez nous. Mais le problème, c'est que c'est des politiques. Lorsque déjà le comportement des uns des autres, lorsque cette saison de libre-échange a été mise en place, vous avez vu quand même des égos, des cœurs de leadership sur ce sujet à nouveau. D'abord parce que d'un côté, il y en a qui ont des questions internes, ce qui peut être légitime à régler. De l'autre côté, il y en a qui questionnent ce que les autres peuvent leur apporter, parce qu'il faut, c'est aussi important dans le combat de libre-échange, ça veut dire que vous apportez quelque chose, j'apporte quelque chose, et on échange. D'accord, on va rester au Gabon et on va rester dans la continuité, Albert Anatole, de cette une que nous avons d'ailleurs traitée, c'était en fin de semaine dernière, les millions de la honte du Gabon à la Coupe de l'UNIFAC. Note donc ce matin Gabon Review, qui est naturellement en ligne, et bien le géant nous fait savoir que plus de 60 millions de francs CFA ont donc été dépensés pour que l'équipe du Gabon soit renvoyée de la Coupe de l'Union des fédérations de l'Afrique centrale, en cours donc du côté du Cameroun. Pourtant informé 3 mois à l'avance, nous dit donc cette fois-ci Gabon Review, eh bien de l'invitation des U17 gabonais à cette compétition. La fédération du Gabon de football n'a pas daigné confirmer la participation des Panthères. Elle n'a pourtant pas oublié, nous dit cette fois-ci le journal Précision, en vaut la peine, de travailler au déblocage des fonds pour le financement de cette campagne ratée. Ça pose justement un problème de gouvernance. C'est-à-dire qu'on est prompt à faire des dépenses, c'est-à-dire à gaspiller l'argent du contribuable, qu'à apporter les résultats pertinents. Mais écoutez, je crois qu'il appartient désormais à
Est-ce que là, aux autorités gabonaises. Le gouvernement gabonais peut naturellement absolument, essayer de mettre la lumière sur ce dossier absolument, parce qu'on a dépensé une grosse somme, une somme assez colossale. Et à côté de cela, on a quand même une formation de U17 qui est venue quasiment en villégiature du côté de Cameroun et qui n'a donc pas pu participer à cette compétition. Non, ça ne devrait pas être le motif je veux dire, de pousser de fièvre ou de figure. Non, ça ne devrait pas être ça. Non. Moi, je pense que ce qui devrait poser problème, ce qui devrait nous intéresser, autant pour moi, c'est le plus souvent ces grosses enveloppes, parce que parfois c'est grossi à dessein. C'est grossi à dessein. Donc, que 60 millions, c'est assez? Non, je pense qu'on a besoin aussi de résultats. Lorsque on dépend de l'argent, lorsque vous dépensez de l'argent, lorsque le contribuable gabonais, lorsque l'argent du contribuable gabonais est dépensé pour satisfaire des gamins qui courent derrière une boule de cuir, je crois qu'il doit avoir une sorte de satisfaction. C'est-à-dire que d'un côté, le contribuable gabonais doit être content de voir son argent dépensé pour des gamins qui courent derrière une boule de cuir. Moi, je crois que il va falloir. Le problème, c'est que comme ça, on entre dans le football business, et c'est ça le problème. Quand vous entrez dans le football business, ça crée ce genre de choses. C'est-à-dire que de ce football business, même les États européens sont naturellement englués dans ce domaine-là. Ce sont eux qui ont impulsé ça. Écoutez, l'Europe, c'est quoi? C'est souci de consommation. C'est le capitalisme. Donc, c'est leur fonctionnement. Ce n'est pas encore totalement le cas en Afrique. Donc, je pense qu'ils ont tout à fait raison d'être en colère. Qu'on a dépensé autant de millions pour rien. Quasiment pour rien. En tout cas, on va aller donc du côté de la République démocratique du Congo avec cette fois-ci Radio Okapi qui nous annonce que l'abbé Étienne Senguiva, curé donc de la paroisse de Kitanga, donc été assassiné donc la zone du Nord Kivu, c'est donc en République démocratique du Congo. Et bien, selon l'abbé Emmanuel Capitula, vicaire de la paroisse de Kitanga, un homme armé donc est entré dans la salle où le curé a assassiné, partageait quasiment le repas avec les fidèles et il a d'ailleurs été abattu quasiment son dernier repas, pour ne pas dire qu'il a été tout simplement trahi comme Jésus. J'ai le sentiment qu'il s'agit d'un règlement de compte, parce que si quelqu'un vous trouve accompagne d'autres personnes et de choisir que vous comme cible, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et lorsque les hommes de Dieu sont désormais la cible des actes aussi macabres comme celles que nous avons découvertes, comme celles que nous révèle Radio Okapi ce matin, il y a matière à se questionner. Tout à fait. Ça veut donc dire que vous savez de plus en plus l'actualité qui vient de naturellement aussi avec la EDC Congo fait état justement de ce que l'Église catholique de plus en plus prend autorité sur le pouvoir central pour ce qui concerne justement les questions politiques. Je crois qu'il s'agit, on peut donc lier son assassinat à cette actualité-là. Je crois que si les enquêtes ont été prescrites et que ces enquêtes seront objectives et sereines, on n'est pas loin de là. D'accord. En tout cas, l'information donc à lire ce matin dans les colonnes de Radio Okapi. On va rester toujours au Congo, mais c'est au Congo voisin, Congo-Brazza donc. Les atrocités des colons français au Congo-Brazzaville, bientôt en version bande dessinée. Annonce d'ailleurs ce matin les Échos du Congo-Brazza. Le rapport Brazza rédigé en 1905, nous dit le journal par Pierre Savognan de Brazza, sera bientôt édité dans une version bande dessinée, document unique sur le système colonial français. Il est plus gênant pour la France puisqu'il décrit les exactions criminelles dont elle s'est rendue coupable dans sa colonie congolaise. Ce document qui explique d'ailleurs les exactions dont les colons français se sont rendus coupables au Congo-Brazzaville avait été occulté pendant quasiment 60 années, tel qu'on voit ce matin les Échos du Congo-Brazzaville. En tout cas, il fallait qu'un jour lumière soit faite notamment sur les exactions guillemets, ou alors les exactions d'ailleurs des colonies, ou alors des colons français du côté du Congo-Brazza. Lors de sa tournée, de sa visite, je crois, au Burkina Faso, M. Emmanuel Macron a déclaré qu'on allait déclassifier les archives qui concernent l'histoire, je veux dire les crimes ou les exactions françaises en Afrique, dans ces colonies, dans certaines de ces colonies, notamment en Afrique. Bon, je crois qu'on attend toujours que ces archives soient déclassifiées. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on se limite à des caricatures qui vont ressurgir de manière objective ou subjective. Les exactions, je veux dire les crimes de la France en Afrique, dans ces colonies, je crois qu'il faut qu'on aille au-delà. C'est-à-dire qu'en dehors des compensations financières
qui ne peuvent pas justement régler toute la question, mais il faut justement qu'on ait, pourquoi pas, parce qu'on attend toujours le meilleur culpa de la France dans ces crimes-là de guerre, parce qu'il y a eu quand même des crimes, c'est-à-dire des atteintes à la dignité humaine. Donc je pense que la on attend que la France puisse faire justement son meilleur culpa. Ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai que ça a été le cas d'une certaine manière, mais avec un peu trop d'arrogance, de condescendance pour ce qui concerne ce qu'ils appellent là-bas les tirailleurs sénégalais. Vous avez constaté à une certaine période que les anciens combattants français étaient mieux traités que les anciens combattants des tirailleurs sénégalais, entre autres. Je pense qu'il faut que l'histoire doit être têtue. L'histoire ne doit pas gommer une partie de l'histoire africaine. Et je crois que c'est déjà quelque chose de commencer par là. C'est un début de solution pour interpeller naturellement je pense que les mémoires collectives de ce qui a pris place du côté du Gabon. Pourquoi on oublie, afin que personne n'oublie. Nul n'en ignore. En tout cas, on a vu naturellement cette France aussi épinglée dans un dossier du côté de la République centrafricaine sur les faits naturellement de viol dans des mineurs centrafricains. En tout cas, pour l'Institut français, cela a été un non-lieu de ce côté-là. Ce n'est pas que seulement en République, en Centrafrique. Et je pense que partout où les soldats français ont été engagés, il y a toujours eu ces petits scandales, entre guillemets, de sexuels. Je pense qu'il faut qu'à un moment donné, que l'Union africaine puisse prendre ses responsabilités, parce que ce n'est pas l'Hexagone qui va pouvoir dire le droit ou nous rendre justice par rapport aux exactions. Anatole, à côté finalement des libertés ou alors des indépendances acquises par, on va dire, sous l'égide de la France, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'un certain nombre de réalités quasiment assez dramatiques qui arrivent au continent africain, on dit, est à mettre à l'actif de ce pays-là? Mais être indépendant, ce n'est pas être libre. C'est là où je ne peux souvent vous... Vous dites des choses et son contraire. C'est-à-dire, être indépendant, ce n'est pas être libre. Vous constatez avec moi que nous sommes peut-être indépendants sur le papier, mais nous ne sommes pas libres. La preuve, c'est que, par exemple, de notre franc CFA, qui n'est pas notre monnaie, il y a un compte d'opération qui contrôle le franc CFA. Entre autres, donc c'est pour vous dire qu'il s'agit d'une liberté, d'une liberté contrôlée, qui n'existe pas de façade, si vous voulez. Donc, je crois qu'il appartient effectivement l'Afrique, c'est quand même un peu plus de 53 États. Je crois qu'un seul pays ne doit pas quand même dicter sa loi à 54 États. Je crois qu'il faut que nous puissions être sérieux. Absolument. En tout cas, l'information donc Alix maintenant dans les colonnes du journal Les Échos du Congo-Brazza. On va quitter donc ce pays-là pour le Cameroun. Eh bien, l'opération Épervier, on en parle, mais avant d'y arriver, on va donc s'intéresser cette fois-ci avec donc le quotidien Cameroun Tribune, service public. Vous en avez d'ailleurs fait mention tout à l'heure à l'entendre de cette émission. Service public donc et de l'eau potable, dernier réglage avant d'ailleurs la mutation en visite de travail. C'était vendredi dernier à Douala, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Eludo Essoba qui remplace donc le très controversé Basile Tanganakuna, des responsables donc de la camerounaise des eaux et de Camwater pour préparer le virage du 30 avril 2018, date à laquelle prendra naturellement fin le dit contrat d'affermage. Alors on s'interrogeait pour sortir naturellement sur cette question-là. Qu'est-ce qui va changer dans le cas de ces deux services assez importants pour le quotidien des Camerounais? Mais ce qui va changer sur le papier, en tout cas, c'est que désormais, comme je l'indiquais à l'entame de cette émission, le contrat d'affermage de Camerounais des eaux s'est terminé. Il a fallu que ce soit le président de la République qui décide ainsi pour que les Marocains qui étaient à la tête qui avaient un contrat de commercialisation, parce qu'il faut quand même qu'on se comprenne. La Camwater s'occupait de la production, de la distribution, et la Cameroun des eaux s'occupait de la commercialisation. Donc c'est eux qui prennent l'argent, mais on se retrouvait dans une situation dans laquelle dans leur contrat entre Filou, ça c'est le cas de l'Audi, la Cameroun des eaux ne redistribuait pas l'argent de manière équitable.
l'argent qu'elle percevait dans les caisses pour permettre à Kamota de pouvoir engager des investissements. Tout à l'heure, j'indiquais que la station de traitement d'eau d'Ayato est en panne depuis pratiquement un an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce niveau-là, vous avez un problème au niveau de la distribution de l'eau. Vous avez la station de traitement de pompage de Massomba, de Massumbu, autant pour moi, c'est du côté de Yabassi. Si vous êtes parti là-bas, vous serez scandalisé de voir la vétusté des équipements qui sont utilisés là-bas pour apporter de l'eau au ménage. Je crois que sur le papier, désormais, c'est Kamota qui va s'occuper de la production, de la distribution et de la commercialisation de l'eau. Maintenant, est-ce que la qualité... C'est un début de solution selon vous? Non, moi je crois que la solution pour moi n'est pas que ce soit... Parce que dans l'ancienne version, il y avait justement ce problème, on ne savait pas qui devait gérer les trucs, qui devait gérer la distribution. Non, avant c'était la SINEC. La SINEC s'occupait avec plus ou moins beaucoup de bonheur, s'occuper de la distribution, de la production, de la distribution et de la commercialisation. Je crois que c'était sous monsieur Bouffague de regretter mémoire. Je crois que la SINEC remplaçait relativement bien cette mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Aussi passé que justement, il fallait dans les années 90 pouvoir engager les processus de privatisation qui avaient pour objectif justement d'améliorer la qualité du service. Est-ce que vous, Fabrice, quand vous allez dans les guichets, quand vous allez dans les bureaux que ce soit Kamota ou CDO, dans n'importe quel guichet de ces sociétés qui s'occupent de la production de l'eau, de la distribution et de la commercialisation de l'eau, est-ce que vous pensez que la qualité du service y est? Non, je ne crois pas. C'est pareil pour ce qui est de l'énergie. Vous avez des quartiers qui n'ont pas d'électricité depuis plusieurs mois, mais ça ne les gêne pas quand même d'envoyer au Cameroun, ça ne les gêne pas quand même d'envoyer des factures. Toujours exorbitantes, sans prendre en compte qu'il n'y a pas de lumière dans ce quartier, il n'y a pas une goutte d'eau qui a coulé dans les robinets dans ce quartier, mais ça ne gêne pas d'envoyer des factures. Moi, je crois qu'il faut, monsieur Lundu Issoba, pour moi, et qui est un bon manager, et qui est militant du RDPC, il sait que pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035, c'est le cap fixé par le Cameroun, il faut que les Camerounais aient accès aux services de base. Les services de base, c'est quoi? C'est d'abord la qualité, la qualité de l'eau, d'énergie, en quantité et en qualité. Vous ne pouvez pas me dire que vous voulez atteindre l'émergence si vous n'avez pas rempli ces préalables, c'est-à-dire avoir accès à une énergie de qualité dont les entreprises auront besoin pour pouvoir faire tourner les machines dans leurs entreprises. Si vous n'avez pas de l'eau en qualité et en quantité, je pense qu'il va falloir qu'on se penche véritablement sur cette question. Vous avez finalement l'impression que le gouvernement du Cameroun a pris à bras le corps ce secteur assez sensible de ce pays-là? Je pense que le problème, de mon point de vue, le problème, ce n'est pas du changement de dénomination. Ce n'est pas de ça dont les Camerounais ont besoin. Les Camerounais ont besoin d'une bonne qualité de service. Parce que si vous avez accès à une bonne qualité de service, ça ne vous générerait pas de payer le mètre cube d'eau à 2000 francs par exemple. Ça ne vous générerait pas si la qualité de service y est, si l'accueil y est. Mais si ce n'est pas le cas, je serais convaincu que le gouvernement camerounais a pris à bas le corps cette question. Lorsque moi je vais voir l'eau couler dans mon robinet. Au pied du mur. En tout cas, le maçon sera jugé au pied du mur. Donc, ça sera donc du just wait and see du côté de Cameroun. On reste donc dans ce pays-là, et bien avec donc le Triabdo le soir qui est en kiosque soupçon de détournement. Une quarantaine de personnes interdites finalement de sortir de ce pays-là. Dans le Triabdo, le journal nous informe que c'est une décision du délégué général à la Sûreté nationale Martin Bagangele. C'est à travers donc un courrier adressé aux délégués régionaux de la Sûreté nationale, au commissaire du port de Douala et même au commissaire des aéroports internationaux de Douala, de Yaoundé, même de Garoua, et au chef de poste de frontière que l'autorité en charge de la sûreté a d'ailleurs informé ses principaux collaborateurs. Même sans de cloche donc avec le quotidien. Mutation épervier, de nouvelles cibles, note dans le journal. C'est donc 40 personnalités interdites de sortie du territoire national. Faye Yongo Francis, Camille Ekidi et Brigitte Sopongalet
qui en font d'ailleurs partie, une centaine donc, de dossiers bouclés au tribunal criminel spécial, nous dit donc que cette fois-ci le quotidien Mutation. Mais le journal de Gustave Alex Azebazé également revenu sur cette actualité, consacre d'ailleurs sa une à cette opération épervier. C'est donc le quotidien Le Messager qui est en kiosque et parle donc à ça une opération épervier, encore des interdictions de sortie du territoire. Titre donc le quotidien Le Messager, et bien qui croit savoir ce matin que ces interdictions, on assiste désormais à une série d'interdictions, en tout cas d'interdictions à n'en plus finir, de ces hauts commis de l'État qui sont d'ailleurs interpellés par la justice camerounaise d'ailleurs pour reprendre un certain nombre des actes dans leur service. Alors finalement, on parle de près de 40 personnalités qui sont donc interdites de sortir. Est-ce que vous avez finalement l'impression que c'est toute la sphère politique qui a pris quasiment un coup? Écoutez, je pense que, je voulais quand même relever qu'il s'agit d'un message du délégué général de la Sûreté nationale qui a été signé le 4 avril dernier, justement, et qui concerne l'interdiction de sortie du territoire de un peu plus de 40 personnalités. Et je pense qu'il a reçu, pour qu'il prenne une décision, ça veut dire qu'il a reçu des institutions de la hiérarchie, c'est de la présidence de la République qui pilote justement l'opération Épervier, qui est cette opération d'assainissement et des tracts des gestionnaires indélicats des sociétés publiques parapubliques. Donc, parmi ces gens, nous avons quelques têtes que nous ont présentées nos confrères. Donc, c'est pour dire que, pour revenir à votre question... Est-ce qu'on peut avoir cette une de Mutation à l'écran? Allez-y, Albert. Donc, disons que pour revenir à votre question, je crois que lorsque quelqu'un est de sortir de son territoire, ça veut dire que la justice a besoin de lui. Et il faut qu'il soit à la disposition de la justice en temps et en heure, lorsque c'est nécessaire. Je crois que c'est d'abord l'objectif. Ils ne sont pas encore, prévenus ou coupables. Donc, il faut qu'on se comprenne. Mais moi, je questionne sur la pertinence de l'opération Épervier. Parce que depuis que ça a été lancé, je crois, en 2006, avec les premières interpellations, à l'époque, c'était dirigé par le tribunal de grande instance d'Infoundi, avant que le tribunal criminel spécial soit créé, parce qu'il s'est posé des problèmes, il y avait des mauvais castings juridiques. Donc, il fallait donc qu'on puisse créer un tribunal spécial, une juridiction spéciale, une juridiction spéciale pour gérer cette question-là. Mais moi, je questionne donc la pertinence de cette opération-là, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a, c'est vrai, il y a plusieurs personnes déjà incarcérées pour des faits de détournement des deniers publics. Mais le problème, c'est que, est-ce que c'est la solution, incarcérer de ces gens-là, alors que cet argent, l'argent ils ont supposé détourner, se dort quelque part dans les comptes, dans les comptes à l'étranger. Moi, je pense que j'ai vu un document dans une chaîne étrangère où l'Arabie Saoudite s'est engagée justement dans une opération similaire. On a les gens les personnalités qui sont soupçonnés de détournement. On les a toutes mises dans un hôtel. Ils ont tout le confort qu'ils veulent, mais la seule chose qui leur manque, c'est la liberté de sortir, de faire comme ils veulent, jusqu'à ce qu'ils puissent rembourser cet argent. Moi, je crois que plus vous ne remboursez pas, plus vous restez en place. Je crois que le gouvernement camerounais a prévu des dispositions juridiques dans ce sens, notamment le remboursement du code de délit. Mais là, il y en a qui ne sont pas pressés et ce n'est pas assez contraignant. Pour que ces gens-là puissent rembourser. On les voit d'ailleurs quasiment continuer leur vie paisiblement. Ils peuvent sortir quand ils veulent des prisons assez voilà. Il y en a même qui ont la latitude de refaire leurs cellules. Quand ils y vont, ils ont la latitude de mettre le confort qu'ils veulent dans leur cellule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des moyens. Donc, je pense qu'il faut que cette affaire-là soit recadrée et que ce soit plus contraignant. Que ce soit plus contraignant, de telle sorte que lorsque il est établi que M. X ou Mme Y a de l'argent dans son compte, ou dans le compte d'un proche, qu'on puisse rentrer en possession de cet argent. Mais la plus grande difficulté, c'est que très souvent, ils étudient des prête-noms
et ça devient très compliqué pour faire la traçabilité. D'accord. Et bien, notre journal qui est donc revenu sur cette actualité, c'est donc le journal L'Anecdote qui est également revenu sur cette grande actualité donc, de ces personnalités de la République qui ont donc interdit de sortie du côté donc, du Cameroun, opération épervier, des personnalités interdites donc, de sortie du pays. On met ça donc radio portée du patron de la police nationale restreint les mouvements des libertés d'une quinzaine d'anciens hauts commis de l'État en toile de fond. Les détournements de deniers orchestrés dans certains établissements publics et même administratifs. On va cette fois-ci embrayer avec le journal donc, de M. Thierry Ndo. C'est donc Intégration qui est en kiosque depuis quelques heures. La tribune donc, des communautés. Coopération militaire, l'offensive russe en Afrique, titre donc le journal à sa une ce matin. RCA, Angola, Cameroun, Burundi, le pays de Vladimir Poutine multiplie des accords de coopération avec les pays de la région. Une demande regardée d'un mauvais œil par la France qui considère en tout cas que Moscou met les pieds tout simplement dans son précaré. Non, je pense pas que je crois qu'il y a un contemporain qui l'a dit. La fin de la chasse des gardes de personnes. L'Afrique n'est pas la chasse garder qui que ce soit. Et puis nous avons vu, lorsque nous faisons le bilan de notre coopération avec la France, je ne sais pas s'il est reluisant. Voilà. Je crois que c'est encore mieux d'aller d'essayer avec les communistes. Parce qu'avec les communistes, ils ne vont pas venir chercher que si vous avez violé les droits de l'homme, si vous avez mangé chez vous, ils ne viendront pas, même s'ils viennent aussi avec des arrière-pensées. Il ne peut pas prétendre qu'ils viennent aussi sans arrière-pensée, ils viennent avec des arrière-pensées. Mais je crois qu'en tirant des leçons de notre coopération avec la France, il est important aussi d'être un peu plus regardant dans la coopération qui est en train d'être établie avec la Russie, en Afrique d'une manière générale. Parce que la Russie ou la Chine, ils ne viennent pas sur le continent africain pour venir faire en tout cas, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne viennent pas faire, ils viennent pas faire ce qu'on appelle, ce ne sont pas des enfants de cœur, comme vous l'avez dit. Donc, il faut ils viennent pour des intérêts. Ils viennent parce qu'ils ont des intérêts en Afrique. Moi, je crois que ce que nous devrions faire, c'est qu'on puisse pouvoir véritablement être très regardant sur ces accords de coopération, que ce soit des accords de coopération militaire, économique, commerciaux, on doit être très regardant là-dessus. En tout cas, on a vu ce Vox Pop réalisé par votre chaîne panafricaine à travers d'ailleurs quelques pays sur le continent africain. On a vu la réaction des Africains qui saluent en tout cas cette volonté du Kremlin de s'intéresser notamment à quelques dossiers sur le continent africain, notamment le cas précis de la République centrafricaine. D'ailleurs, le Kremlin a décidé de former le personnel militaire du côté de la République centrafricaine. Eh bien, il faut désormais dire que c'est un partenariat plus ou moins, on va dire, gagnant-gagnant et qui va pourquoi pas permettre naturellement à un bon nombre d'États de pouvoir en bénéficier de l'expertise russe. Non, disons que je ne voudrais pas beaucoup m'empresser de donner une appréciation sur cette coopération russe parce qu'elle est relativement récente. Elle est néo-formée. Elle est relativement récente. Mais ce qui se passe en République centrafricaine avec la Russie, il fallait le faire. Mais je pense qu'il fallait armer l'armée centrafricaine. Naturellement. Mais il faut davantage la former. Je pense qu'il faut davantage la former parce qu'il faut que l'armée centrafricaine soit professionnelle, soit bien formée parce que c'est un grand pays qui est sujet continuellement à de l'instabilité du fait des bandes armées et des mercenaires. Je crois donc qu'il faut que ce soit une armée bien formée et qui recrute. Parce qu'il faut que ce soit aussi, il ne faut pas qu'on se retrouve avec des mercenaires au sein de l'armée. Donc il faut que ce soit des Centrafricains qui soient intégrés, qui soient recrutés dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale de leur pays, pour défendre, pour combattre si nécessaire pour la sécurité de leur pays. D'accord, c'est bien compris Albert. On va sortir du Cameroun cette fois-ci avec donc le quotidien Info Matin qui est aussi en kiosque ce matin. Crise donc dite anglophone dans ce pays-là, on en parle. Que cherchent les États-Unis et la France? C'est la grande interrogation qui est retenue ce matin par nos confrères du quotidien Info Matin. Eh bien, le journal nous fait savoir que les initiatives de ces représentants diplomatiques pour faire, apprend-on, baisser la tension dans le nord-ouest et sud-ouest du Cameroun suscitent quasiment quelques suspicions.
quant aux méthodes et pratiques en tout cas menées jusqu'ici. C'est ce que nous dit ce matin Info Matin, qui s'interroge et s'inquiète en tout cas au sujet donc de savoir ce que cherchent naturellement les États-Unis et la France dans ce dossier, l'a dit, de la crise anglophone au Cameroun. Oui, je relève que... finalement l'impression qu'il y a un rôle, un jeu trouble joué par la France. J'ai le sentiment que partout les États-Unis ont foulé les pieds, ils ont toujours laissé le chaos. Hein. Et pareil pour la France. Partout, je crois que les exemples sont légion. On a vu les États-Unis en Irak, on a vu ce qu'ils ont laissé. Nous avons vu la France et les États-Unis en Libye, par le touchement de l'OTAN. Nous savons ce qu'ils ont laissé, ce qu'ils ont fait là-bas comme dégâts. Donc partout, ils foulent le pied, leur nez. Il y a toujours ce n'est jamais quelque chose de... Ils sont toujours sollicités. Ils sont sollicités par les gens, par les gens qui pensent qu'ils doivent dégommer les autres au pouvoir, par exemple. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La semaine passée, je crois, il y a eu une réunion qui s'est tenue à l'ambassade des États-Unis et qui regroupait certains leaders politique de la zone anglophone, c'est un membre de la société civile, c'est un leader politique originaire de ce côté-là, et membre du gouvernement. C'était un représentant du gouvernement. Je crois que c'était pour faire quoi? En quelle qualité ils sont censés organiser ce genre de messe sur le territoire, sur leur territoire d'accréditation? Moi, je pense que ce sont des choses que l'État, que le pouvoir ne devrait pas laisser passer. Parce que la réciprocité, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas aller en France qui a les bisbilles avec les sécessionnistes de peut-être, entre guillemets, peut-être de Mayotte, ou alors... on va d'ailleurs en parler tout à l'heure. Voilà. On va en parler. Je vous vois venir. Donc moi je pense que le Cameroun n'ira pas, l'ambassadeur du Cameroun à Paris n'ira pas organiser les messes pour pouvoir s'intéresser aux affaires internes. Parce que tout compte fait. Ce qui passe dans la zone anglophone n'est que c'est une affaire qui concerne les Camerounais. Naturellement. Et là, il faut quand même aussi présenter là, je vais dire, une espèce de soubassement quand même venant de la moralité de certains de nos confrères africains, parce que c'est un problème assez interne. Comment aller donc chercher celui qui n'était pas là au début des hostilités, venir quasiment chercher la forme, donner la formule magique? Absolument. Le problème, c'est que nous avons l'habitude de dire les choses de fait qui sont contraires. C'est-à-dire que c'est nous qui ne voulons pas des étrangers, parce que l'Occident nous a trompés, parce que l'Occident vient piller nos ressources, mais à la moindre occasion, nous sommes les premiers à courir, demander son arbitrage. C'est donc paradoxal. Eh bien, ce sera donc tout, messieurs, pour l'Afrique centrale. On va donc aller du côté de l'Afrique du Nord. On va parler de cette grève des enseignants, finalement, qui a visiblement trouvé de l'issue. C'est ce que nous renseignait ce matin toute la presse algérienne, en tout cas, qui était plus ou moins satisfaite. Eh bien, son conseil national convaincu par les propositions de Ben Gabid, le CNAPES donc ne fera pas grève, titre Al-Watan ce matin. Eh bien, je nous fais savoir que le conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation a décidé d'annuler la grève cyclique de 2 jours par semaine, prévue à partir quasiment de ce matin. Dans une brève déclaration à l'issue des travaux, le coordonnateur national de ce syndicat, la Salim Oula, a souligné que le conseil national a pris donc acte des dernières mesures annoncées par le département de l'éducation et a décidé d'annuler le préavis de grève qui était d'ailleurs lancé depuis le 28 mars dernier. Bien, cette décision du CNAPES donc était prévisible, nous dit le journal, notamment avec la participation de la direction du syndicat à la dernière rencontre, lors de laquelle d'importantes mesures ont donc été annoncées. Une rencontre, faut-il le souligner, que plusieurs autres syndicats autonomes ont tout simplement boycotté. Eh bien, on va rester avec le jeune indépendant qui est revenu sur cette actualité et qui est d'ailleurs le journal en ligne depuis quasiment ce matin et nous annonce que le CNAPES annule également sa grève cyclique. Eh bien, au journal de préciser que la grève cyclique de 2 jours, prévue donc pour ce lundi et quasiment demain par le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation, n'aura finalement pas lieu. Eh bien, pour le journal, c'est donc un grand soulagement auprès des élèves des différents paliers, notamment ceux des classes d'examen. Ces derniers ne sont pas obligés aujourd'hui de rebrousser chemin et poursuivant d'ailleurs leur cours le plus normalement possible. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les Algériens, surtout pour ces nombreux élèves qui n'attendaient que cela pour retrouver le chemin de l'école. Moi, je crois que c'est une très bonne nouvelle. C'est happy end notamment pour la communauté éducative. C'est ça principalement des parents d'élèves et des élèves. Comme vous avez indiqué, même s'ils sont en classe d'examen, même s'ils ne sont pas en classe d'examen, je pense que l'éducation, c'est fondamental.
je crois que c'est le seul bien, le véritable bien qu'on peut laisser, qu'on peut donner à sa jeunesse, c'est de l'éducation. Quand ces segments de la société commencent à être perturbés, ce n'est plus ça. Je crois qu'on espère tout simplement que les conclusions relatives à cette suspension de préavis de grève seront respectées parce que nous avons l'habitude d'assister à ce genre de casting. Justement, parce qu'on a d'ailleurs vu une grande frange qui n'a pas répondu présent lors de cette enclave, en tout cas qui ont décidé de boycotter notamment cette réunion qui a permis naturellement d'aboutir à la levée du mot de grève. Non, écoutez, je pense qu'il faut pas, quand il s'agit des segments sensibles, tels la santé ou l'éducation, il faut éviter d'être figé. Je crois que ils ont fait preuve de sagesse, c'est-à-dire que ce soit du côté des syndicalistes que du côté, je crois, du pouvoir, le gouvernement, autant pour moi, ils ont fait preuve de beaucoup de sagesse. Et je pense qu'on attend que les résolutions prises, parce que les préalables, je veux dire, les motivations de cette grève, c'était l'amélioration des conditions sociales dans des enseignants, notamment des conditions salariales, les conditions de travail, entre autres. Donc, je pense que si ces conditions ont été satisfaites, et que ça a été suivi des promesses, c'est qu'ils vont être tenus. Je crois qu'il y a matière à pouvoir lever ce mot de En tout cas, il faut tout simplement dire que les élèves de ce côté-là, on a d'ailleurs repoussé la date des élections, des examens de fin d'année pour ceux qui sont donc en classe d'examen. On espère tout simplement que, comme le déclarent d'ailleurs nos confrères du Jeune Indépendant, les cours vont d'ailleurs se poursuivre sereinement jusqu'aux examens de fin d'année. On va parler de toute autre chose à Bernatoire. C'est donc la question des frontières au Sahel qui nous intéresse quasiment depuis quelque temps. On a visiblement l'impression que ces pays-là, ces 29 pays donc réunis autour de la zone sahélo-saharienne, vivent quasiment de l'enfer sur terre. Eh bien, avec donc le journal La Tribune, la nouvelle tribune du Maroc, la question des frontières du Sahel au centre donc du colloque international de Tafaya, remarque dans la nouvelle tribune qui nous fait savoir que la deuxième édition du colloque international de Tafaya s'est ouverte officiellement, c'était donc samedi, avec la participation d'universitaires de plusieurs pays pour débattre de différentes questions et réalités d'ordre sécuritaire, géopolitique, humanitaire, mais surtout culturel lié donc aux frontières dans cette zone dite sahélo-saharienne. Il fallait quasiment un tel colloque. Non, écoutez, vous savez, le contexte sécuritaire actuel exige qu'on puisse mutualiser les intelligences, des efforts et harmoniser les politiques de sécurité. Je crois que lorsqu'on nous parle de la zone sahélo-sahélienne, il s'agit d'une zone qui est instable, qui est devenue très instable du fait de l'activité des groupes djihadistes, des terroristes, tout ce que vous voulez. Donc, vous avez d'un côté les pays qui mettent tout en œuvre pour contrecarrer les actions djihadistes. De l'autre côté, vous avez pratiquement des pays qui servent de base arrière aux activités terroristes. Donc, je crois qu'une rencontre comme celle-là, ça permet justement non seulement de changer, mais de remettre en question les politiques de sécurité des uns et des autres sur les questions de lutte contre le terrorisme, parce que qui est devenu une menace transnationale. Alors, créé depuis quasiment 98, aujourd'hui, on n'a pas véritablement trouvé un véritable tissu pour permettre naturellement à cette zone sahélo-saharienne d'être sécurisée. Quand on sait naturellement la richesse que regorge cette zone, on a quasiment la Libye qui est impliquée, le Niger, tout ce qui va avec. Est-ce que vous avez finalement l'impression que c'est le sous-sol aussi riche, immensément riche d'ailleurs, qui justifie cette montée assez accrue du terrorisme de ce côté-là? Vous savez, la colonisation a fait beaucoup de mal au continent africain, c'est-à-dire avec les frontières virtuelles, c'est-à-dire divisé pour quasiment mieux régner. Avec des coupages qui ne prenaient en compte aucune réalité. Donc, ce qui fait que ça a créé forcément ça a créé soit des conflits, soit des frustrations. Parfois, vous retrouvez des deux côtés des frontières pratiquement les mêmes communautés, les mêmes peuples, qui ont les mêmes coutumes, les mêmes habitudes. Donc, c'est un peu cela. Mais tout compte fait, nous assumons cet héritage-là. Même si c'est un mauvais héritage, nous devons l'assumer en mettant en place, justement, des alternatives. Et l'alternative, de mon point de vue, sur cette question, ça devrait être, comme je l'ai dit, la mutualisation, justement, des intelligences. Parce que vous avez d'un côté, justement, parce que ce qui pose problème, justement, au niveau de l'implémentation de ces intelligences sur le terrain, c'est quoi? C'est que vous avez d'un côté des égos de leadership.
vous avez de l'autre côté des gens qui ont d'autres préoccupations parce que chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses problèmes. Donc vous allez, pour le Maroc par exemple, sur le front policier qui peut être un souci. De l'autre côté, pour le Niger, c'est les groupes djihadistes qui sont un souci. Donc, je m'en rappelle que ces divergences-là constituent quasiment les pneus problèmes autour de la construction des véritables nœuds. Je crois que c'est justement ces préoccupations qui ne sont pas convergentes, qui sont plus ou moins sont un frein à la convergence justement des efforts dans la sécurisation de cette zone. Comme je le disais, parce que chaque pays a ses méthodes, a ses préoccupations, a ses problèmes, a ses priorités. Moi, je crois que il faut quand même que sur des questions d'ordre sécuritaire, qu'on puisse être unanime, qu'on puisse converger ces points de vue. D'accord. On va aller en pas de coup, il nous reste quasiment 2 journaux à écumer dans cette édition. Donc, on reste au Maroc avec tel quel, avec cette interrogation donc retenue par nos confrères du dit journal ce matin, qui soutient finalement le Maroc pour l'organisation du Mondial 2026. Et bien, à plus d'un an, à plus de 2 mois de vote de la FIFA sur l'attribution du Mondial 2026, l'opération séduction lancée par le Maroc pour promouvoir sa candidature porte-t-elle ses fruits? Là encore, toute la question. Eh bien, à plus d'un titre, le Mondial 2026 sera donc une révolution dans la longue histoire des Coupes du Monde. Ce sera en effet le tout premier disputé par 48 équipes, mais surtout le premier attribué grâce au vote de l'ensemble des confédérations membres de la FIFA. C'est tout le jeu de la dite campagne de séduction lancée par le comité de candidature du Maroc, une campagne qui a déjà valu au Maroc de précieux soutien à travers quasiment la planète football. Est-ce que vous y croyez au Maroc? Moi, je crois que le Maroc a les moyens de pouvoir organiser la Coupe le Mondial 2026. Sauf que la semaine passée, je crois, il y a quand même eu une sorte de poussée de figure entre la FIFA et la Fédération marocaine de football par rapport justement à l'organisation de cet événement-là. Mais je crois que nous devons, de même que le Maroc soutient le Cameroun dans l'organisation de la CAN 2019, nous devons apporter tout notre soutien au Maroc parce que je crois que le Maroc a les moyens infrastructurels pour le faire, le moyen. C'est aussi une grande nation de football comme le Cameroun. Ils ont les moyens de pouvoir le faire. D'accord. On va parler cette fois-ci, aller donc du côté des Comores avec donc Al Watwan, interview donc de Souef Mohamed El Amin, ministre des Affaires étrangères. Nous préconisons la libre circulation des personnes et des biens au cours donc d'une interview exclusive accordée à Al Watwan, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Souef Mohamed El Amin est longuement revenu sur la crise actuelle avec la France et notamment la situation du côté de la Mayotte. On y apprendra d'ailleurs qu'une rencontre avec Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, est programmée et que la date sera connue dans les prochains jours. Peut-être M. Le Drian qui viendra peut-être remettre les pendules alors du côté. On assiste quasiment à une espèce en tout cas, les deux États se regardent désormais en chaîne de faïence entre la France notamment et les îles Comores au sujet naturellement de l'archipel de Mayotte. Qu'est-ce qui divise désormais les deux États, Albert Anatole, à ce sujet? Ce qui divise les deux États, c'est l'hypocrisie française. Vous savez, Mayotte, les Comores, c'est quatre archipels. Donc, parmi ces archipels, vous avez l'île de Mayotte. Naturellement. Et tout récemment, le Mayotte est considéré comme étant le 101e département français, bien qu'il ne soit pas intégré sur le territoire français. Et il y a eu une poussée de figure, je crois, il y a quelques semaines, entre la République, entre le gouvernement français et l'Union du gouvernement des Comores, concernant justement le rapatriement de plusieurs centaines de Mahorais qui étaient en train d'aller chercher fortune à l'Hexagone. Et justement, la République de Mayotte a estimé, c'est-à-dire les autorités les autorités de politique de Comores ont estimé qu'ils ne peuvent pas accepter que ce bateau-là puisse accoster chez eux, parce que ce serait prêter le flanc, n'est-ce pas, à l'expulsion de leurs compatriotes qui sont à part entière, qui ont des droits, qui sont un droit international que la France a violé. C'est le droit de pouvoir
de respecter les frontières que eux-mêmes se sont établis. Ça, c'est d'un. De deux, il est important que la France puisse accepter les immigrés comoriens au même titre que... Pourquoi? Parce que il y a un détail que vous avez certainement oublié d'évoquer dans votre papier. Les autorités françaises ont suspendu... J'allais y arriver. Justement, suspendu la délivrance, l'examen des demandes de visa, tant diplomatiques que de services aux autorités comoriennes. Ça veut donc dire que désormais, la France a choisi la stratégie de la guerre et non de la négociation, du dialogue. Mais lorsque le ministre des Affaires étrangères, M. Souef Mohamed El Amin, rassure et dit d'ailleurs que nous préconisons la libre circulation des personnes et des biens, cela veut peut-être... Est-ce qu'on a l'impression que c'est une espèce de rétro-pédalage, puisque tout à l'heure, vous savez bien le dire, que le Comore n'était pas d'accord à ce que la France puisse naturellement expulser ce contingent d'individus de venir naturellement accoster chez eux? Non, ce n'est pas un rétro-pédalage. Il faut contextualiser, il faut mettre chaque situation dans son contexte. Dans le cas d'espèce, il me semble que ce sont les autorités françaises qui ont justement essayé de mettre un peu d'eau dans le vin. Parce qu'au départ, il était question que les émigrés, parce que la plupart des citoyens comoriens ont tendance à aller soit à l'île de la Réunion, qui est justement un territoire français, soit en France justement. Bon, en plus, il y a un autre point qu'il faut évoquer, c'est quoi? C'est que les gardes-côtes françaises détruisent systématiquement les embarcations des immigrés. Comme c'était le cas du côté de la Libye. Voilà, donc de manière systématique. Or, sur le papier, l'île de Mayotte est un territoire français, est un département français. Mais qu'est-ce qui pose donc problème? Vous avez de ce côté la France ne sont pas au même pied d'égalité que ceux qui sont totalement français. Non, c'est-à-dire que les citoyens de l'île de Mayotte ne sont pas considérés, ne sont pas mis au même pied d'égalité que les citoyens de l'île de la Réunion, entre autres bien ou des Antilles, donc, ou de Martinique, si vous voulez. Donc, je pense que, mais paradoxalement, la France tire profit des ressources de cette île. Mais à l'inverse, la France refuse de résoudre les problèmes sociaux des Mahorais. Donc, je crois donc qu'il faut éviter l'hypocrisie. Il faut éviter l'hypocrisie. Je ne sais pas si M. Jean-Yves Le Drian ira dire aux Mahorais, je veux dire aux autorités comoriennes, mais on attend de voir. Okay, on va suivre cette actualité avec beaucoup d'intérêt puisque c'est un sujet qui vous passionne. Vous avez d'ailleurs, m'avez interpellé là-dessus. En tout cas, Albert, ce sera tout pour cette première édition du Jardin de la Grande Tribune sur Afrique Média Télévision Mesclavo souhaité. Merci d'être passé ce matin, d'avoir bravé naturellement les obstacles pour être présent sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Fabrice Ndoum. Écoutez, les Camerounais ont besoin de l'eau, de l'eau potable en qualité, en quantité, et non des lignes de tramway. Il faut d'abord, avant de penser aux lignes de tramway qui vont desservir les principales villes du Cameroun, il faut d'abord résoudre les questions élémentaires. Merci donc Albert Anatole Aïssi pour ces analyses assez brillantes dans le cadre de cette autre édition donc de la Grande Tribune. Eh bien, je vous souhaite très bonne journée en compagnie naturellement des programmes d'Afrique Média Télévision qui se suivent sur votre chaîne panafricaine. Bonjour.